Bienvenue à l'AFRC fait son show. C'est la chaîne télé et podcast de l'AFRC dédiée à l'expérience client. On y reçoit des dirigeants de la relation client et des experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et à parole d'experts. Bonjour Emmanuel Turounet, alors merci d'être parmi nous. Tu travailles pour Blablacar. Alors Blablacar, on connaît bien cette entreprise avec Frédéric Mazella et tu es VP Customer Relation et je me souviens que Frédéric Mazella était directeur expérience client. Alors tu vois le buzzer, il te permet de piocher ta question, pro ou perso, et à chaque fois elle va être très piquante, donc si tu es prêt, ça va être à toi de jouer. Alors tu appuies sur le rouge. Voilà la question. Alors, c'est une question qui me surprend énormément. Dans pour ou contre l'IA générative, on parle que de ça en ce moment dans la relation client. Et alors surtout, pour quel type d'usage chez Blablacar ? Alors, pour ou contre, c'est une question qui me paraît un peu étrange en fait. C'est comme se demander si on est pour ou contre l'électricité quand elle arrive au début du XXe siècle. Ça va tout bouleverser dans la relation client. Je pense que les technologies sont prêtes avant les organisations. Je pense que technologiquement on peut faire plein de choses aujourd'hui, mais que les organisations vont mettre des lustres ou des décennies à bouger, le temps qu'on se rende compte des impacts. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec chez Blablacar ? On ne fait pas encore des bots, on remplace pas encore les agents. Ça viendra très certainement un jour pour toutes les entreprises. On a une approche qui est pragmatique et la principale question qu'on s'est posée, en fait, c'est est-ce qu'on le fait nous-mêmes ou est-ce qu'on achète ce savoir-faire auprès d'entreprises qui sont spécialisées ? En fait, l'IA, aujourd'hui, elle coûte cher quand on l'achète et elle coûte presque rien quand on le fait soi-même. Mais il faut les compétences. Alors, on a la chance chez Blablacar d'être une entreprise de la tech. Il y a près de 50% des salariés qui sont des ingénieurs. Et donc on a décidé de le faire nous-mêmes. Donc on a des data scientists qui se sont intéressés à tout ça. On a pour le moment identifié une dizaine de cas d'usage. On est en train de travailler sur 4 d'entre eux. Le premier, qui était le plus évident, c'est la modération des contenus. Aujourd'hui, quand on est un utilisateur Blablacar, on crée un profil, on met une photo, on décrit sa voiture, et puis après, quand on propose un trajet, on décrit le trajet que l'on propose, et puis il y a une messagerie à l'intérieur de l'application qui permet de communiquer avec le passager, prendre rendez-vous, se passer des informations, etc. Et en fait, tous ces contenus doivent être modérés, parce qu'on ne veut pas laisser nos utilisateurs se raconter n'importe quoi, s'insulter, se provoquer, etc. Donc tous ces contenus, et pour avoir une idée de la volumétrie des contenus à modérer, on est entre 20 et 25 millions de contenus à modérer tous les mois. Si on le faisait faire par des humains, il faudrait 500 personnes à plein temps pour faire ça. Et aujourd'hui, il y a moins d'une dizaine de personnes qui font ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une IA qui fait cette modération. Et en fait, on avait des outils de machine learning qui le faisaient jusqu'à présent, qu'on sous-traitait. Et les LLM, les IA génératives, nous ont permis de réinternaliser ce savoir-faire, de diviser par 20 le coût de modération, et en plus de le faire mieux. Pourquoi ? Parce que ces LLM ne repèrent pas que des mots-clés, ils comprennent le sens, et ils comprennent le sens caché, parfois des allusions, etc. Et la puissance sémantique est vraiment impressionnante. Donc, premier cas d'usage, oui, la modération. D'ici 2 mois, on aura fini de mettre en production toute la modération qui s'appuie sur un LLM. Tout a été développé en interne. Le deuxième cas d'usage que l'on a, c'est l'accès à la connaissance. Un conseiller de clientèle, un opérateur qui ne peut pas tout savoir en permanence. Les offres changent, les produits changent, les services changent. Le collaborateur peut être nouveau, il peut être chez un outsourceur, il peut être formé que depuis 15 jours. Donc l'accès à la connaissance est fondamental dans ce métier, elle a toujours été. Mais c'est compliqué d'accéder à la connaissance, c'est compliqué de trouver l'information qu'on veut. Les outils de gestion de la connaissance ne sont pas toujours ultra performants, et quand on doit aller vite, il y en a, on envoie à la FRC des très bons. On peut citer Médé, qui est membre de la FRC, qui est un très bon knowledge management. On discute avec eux en ce moment.
Donc l'accès à la connaissance est un véritable enjeu et aujourd'hui on a une base de connaissances qui est, je pense, très bien faite et on va connecter un LLM. En fait, nos équipes tech ont développé un outil qui s'appelle le Blabla Chat. Sympa. En interne, qui est un accès, une sorte de GPT auquel on accède en interne, et on va connecter ce Blabla Chat à la base de connaissances, et dans le CRM, va y avoir une petite fenêtre dans laquelle l'agent va pouvoir naturellement interroger la base de connaissances. Donc ça, c'est un projet, on espère le mettre en production avant la fin du semestre, donc c'est quand même assez concret. Troisième cas d'usage. Troisième cas d'usage, c'est mon rêve. Ah oui. Mon rêve depuis que je fais ce métier, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, c'est la voix du client. Ah. C'est compliqué la voix du client, on reçoit des millions de messages, quels sont les bons, quels sont les mots-clés importants. Et là, on va travailler cette année à connecter ce Blabla Chat à toutes les enquêtes NPS, toutes les enquêtes de Customer Satisfaction et probablement un jour à tous les emails et tous les messages reçus, tous les feedbacks des clients, les clients peuvent se faire des feedbacks entre eux, etc. Donc toute cette donnée est écrite, est accessible, et mon rêve, c'est donner à tous les collaborateurs de l'entreprise une petite fenêtre sur leur ordinateur dans laquelle ils peuvent poser la question qu'ils veulent aux clients. Quels sont vos 3 principaux problèmes quand vous utilisez un bus Blablacar ? Et est-ce que ces problèmes sont les mêmes en France et au Brésil ? Oui, on ne le sait pas toujours très bien, mais Blablacar, c'est évidemment une entreprise française, mais en fait on opère dans 21 pays en 20 langues, donc on fait du bus au Brésil, en Pologne, dans d'autres pays. Donc est-ce que les problématiques sont les mêmes ? Quels sont les 3 premiers problèmes qu'il faut régler ? Combien pèse-t-il ? Donne-moi des verbatims pour mes comités de pilotage, mets-moi tout ça dans un slide et dans le bon format, du bon template, du bon comité de pilotage, etc. Et mon rêve, c'est qu'on ait ça d'ici la fin de l'année. Et que ça soit mis à disposition de tous les collaborateurs. Et on a encore identifié d'autres projets. Quatrième cas d'usage, tu en as cité 4, mais bon, déjà 3, c'est déjà énorme. Dans le quatrième cas d'usage, il est un petit peu plus compliqué puisqu'il est transactionnel. Nos utilisateurs peuvent s'évaluer entre eux. D'accord. Ils s'évaluent parfois très gentiment et puis parfois ils s'évaluent moins gentiment. Un conducteur qui va trop vite ou qui a bu, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un feedback comme ça d'un passager qui nous dit que le conducteur roulait à 200 à l'heure ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on revienne vers le conducteur en lui disant qu'on a eu une remontée un peu délicate et que si jamais un jour on a encore ce type de remontée, on va être amené à lui fermer l'accès à l'application. Parce qu'on a un devoir de sécurité vis-à-vis de nos usagers, nos utilisateurs. Et donc, on appelle ça des ratings, on travaille en anglais chez Blablacar. On appelle ça des ratings. Tous ces ratings, aujourd'hui, ils sont évalués par des humains qui vont prendre la décision ou pas d'aller vers l'un ou l'autre des membres pour l'informer qu'on est... Enfin bref, peu importe. Tout ça, ça peut s'automatiser avec de l'analyse sémantique et de la prise de décision. Donc ça, c'est un cas d'usage un peu plus lointain, je pense, parce que là, on sera dans de la prise de décision avec une transaction, un email qui va partir, un avertissement, voire fermer le compte. Donc, on n'est pas encore à ce niveau de maturité, mais c'est dans les roadmaps. D'accord. On pose le buzzer et on a une deuxième question qui nous est proposée. Voilà. Peux-tu partager les meilleures pratiques pour prévoir les flux, les fameux flux et gérer les pics ? Il doit y en avoir, surtout au moment où il y a des grèves SNCF. Alors, je pourrais en parler pendant des heures. Je pense que c'est le sujet le plus critique dans notre métier. Souvent, on parle de la relation client, de la qualité, de l'humanité, de l'empathie, des qualités humaines de la relation client. Mais en fait, avant de pouvoir faire de l'empathie, il faut être disponible. Et pour être disponible, il faut le bon nombre de personnes. Et pour le bon nombre de personnes, il faut savoir à l'avance de combien de personnes on va devoir disposer. Et donc, on a besoin de gens qui font des maths. Et c'est pas naturel dans notre métier d'avoir des gens qui font des maths. Pour la planification, pour la planification, et en fait, c'est un métier où il faut des ingénieurs. Ouais. Et c'est assez rare de trouver ce genre de profil ou d'attirer ce genre de profil dans nos métiers. Donc, la première bonne pratique déjà, c'est se dire que c'est un travail d'ingénieur.
que c'est un travail de data et qu'il faut avoir deux approches. La première approche, c'est une approche comprendre son métier. Qu'est-ce qui va provoquer un contact ? Est-ce que c'est un nouveau client qui provoque un contact ? Par exemple, chez BlaBlaCar, les nouveaux clients nous contactent beaucoup plus que les anciens clients. Donc, combien on va avoir de nouveaux clients ? Ils vont nous contacter plus. Donc, c'est presque de l'économétrie, comprendre les raisons qui font qu'on nous contacte. Et puis, une fois qu'on a réussi à créer un modèle qui reproduit ça assez bien, il faut avoir une deuxième approche qui vient se rajouter, qui est une approche statistique, c'est-à-dire la saisonnalité, par exemple. L'activité de BlaBlaCar au mois de juillet ou au mois d'août n'est pas la même qu'au mois de février. On fait plus de 70% de trafic entre un mois de juillet et un mois de mars, par exemple. Donc ça veut dire plus 70% de ressources dans nos centres de relations clients entre mars et juillet, et puis en septembre on redescend au niveau de mars. Donc il faut être capable d'anticiper cette montée en compétences, en puissance plutôt qu'en compétences. Il faut former tout ça, et comment on fait ? Il faut faire appel à de l'outsourcing. Sur ce type de taille, c'est impossible de gérer ça en interne. Et il faut communiquer, puisqu'on est dans le partage des bonnes pratiques, il faut communiquer le plus tôt possible aux outsourceurs cette visibilité. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On communique dès le mois de décembre la montée en charge de mars à juillet. Ce qui permet à nos outsourceurs d'anticiper, de savoir quand est-ce qu'ils vont former, de savoir combien de temps ils vont garder les gens, etc., etc. Donc c'est des maths, de l'ingénierie, de l'anticipation, de la communication et de la coordination avec les outsourceurs. Sans compter les problèmes météo et les fameuses grèves SNCF et après, qui viennent se rajouter. La gestion des imprévus. Voilà. Et la gestion des imprévus, il n'y a pas de secret, c'est de la gestion de crise à chaque fois. Et ça dépend de la taille de la crise. Moi, d'expérience, je dirais que si la crise est très grosse, que ça explose et qu'on est sous l'eau, il ne faut pas se battre contre le courant. C'est comme quand on est pris dans l'océan par un courant, il faut se laisser porter par le courant et il ne faut pas lutter contre, on s'épuise. Peut-être que l'IA nous aidera aussi à gérer les flux et à optimiser justement. Très certainement que l'IA aura les capacités de réponse et de réaction qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça Allez, arrivera. On passe à la troisième question, on buzz. Troisième question. Quelle technique de motivation pour les équipes, les fameux collaborateurs et le management ? Peux-tu nous partager quelques techniques de motivation ? Comment on les motive ? Comment on les engage ? On peut faire un séminaire de 3 jours là-dessus. Je pense le langage de vérité, la transparence. Il faut donner du sens, en fait. Il faut expliquer le pourquoi. Un être humain, si on lui dit de faire quelque chose sans lui dire pourquoi, ça ne l'excite pas beaucoup. Donc, donner du sens, expliquer où on va, pourquoi on va là, ne pas avoir peur de dire la vérité. Le courage managérial, en fait, fait peur souvent aux managers, mais en fait, c'est le meilleur moyen d'obtenir l'engagement des équipes, parce que les équipes font confiance. En fait, le courage de dire les choses, d'annoncer où on va, pourquoi, même quand c'est difficile, créer de la confiance. Et à partir du moment où il y a de la confiance, on est capable de créer de l'énergie. Après, là, c'est une approche très globale, ce que je raconte. Après, si on veut motiver une personne en particulier, il n'y a pas de recette miracle. Moi, il y a une quinzaine d'années, une coach que je n'oublierai jamais m'a fait découvrir le MBTI. Le MBTI, un test de personnalité, vous pouvez regarder sur Wikipédia ou même il y a des sites spécialisés. Ça fait 15 ans que je l'utilise. Parce que je le comprends très bien. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'en rentrant dans le MBTI, on m'a démontré que un tiers des personnes prennent leurs décisions en fonction d'un raisonnement logique et rationnel, et que 70% des gens prennent leurs décisions en fonction de leur ressenti. Ouais. Et donc, une fois qu'on a pris ces chiffres et qu'on les a digérés, on se dit que quand on a quelqu'un devant soi, il y a une chance sur 3 qu'il faille avoir un argument logique et 2 chances sur 3 qu'il faille être dans l'émotion, l'envie et la vente d'une certaine façon. Mais comment savoir ? Eh bien, en fait, il faut être capable de reconnaître à travers la personnalité de la personne quels sont les arguments qui vont fonctionner avec lui. Et il faut s'adapter. Donc, la règle de motivation, pour moi, c'est comprendre les moteurs de la personne qu'on a en face de soi. Et une fois qu'on a compris son moteur,
eh ben, il suffit d'appuyer sur le bon bouton et ça va marcher. Donc c'est pas du hasard, c'est pas de l'intuition. Il y a des très bons outils pour faire ça, et c'est passionnant et c'est un sujet sans fin. Allez, dernière question, Emmanuel, plus perso, plus personnel. On va essayer de te découvrir un petit peu mieux. Donc, quelle est la personnalité qui t'a le plus influencé dans la relation client? C'est professionnel. Ah voilà. J'ai eu la chance de rencontrer plein de grands noms dans la relation client. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la SFRC, j'ai rencontré plein de monde. J'ai rencontré tous les grands outsourceurs, les fondateurs, j'ai eu l'occasion d'avoir des grands patrons très inspirants. Mais c'est pas un Français qui m'a inspiré le plus. Ah. C'est un Américain. Et c'était au début des années 2000. C'est Jeff Bezos. Ah bah oui. Et en fait, il parlait des services clients. Il a perdu de l'argent pendant 20 ans quand même, avant de commencer à en gagner. Et il était toujours client. Obsession du client. Et il a dit quelque chose en parlant des services clients, je crois que c'était en 2000. Il a dit « best service is no service ». No service, oui. Et donc, en fait, le meilleur service client, c'est quand il n'y en a pas besoin. Et comment on fait ? Il faut que le service délivré au client soit parfait. Il faut que tout marche bien, tout arrive à l'heure, qu'on tienne les engagements, que tout marche comme prévu, que tout soit facile, que tout soit intuitif. Ouais. Et donc, moi, ce qui m'a le plus influencé, c'est que plutôt que d'investir dans les équipes, d'investir dans les process, d'investir dans les CRM, je préfère qu'on investisse dans le produit et le service lui-même pour le rendre le plus efficace et pertinent possible. Parce que meilleur le service sera, moins on aura besoin d'un service client qui, derrière, vient régler les problèmes. Merci Emmanuel, merci beaucoup. C'est un bel hommage à l'expérience client. Best service is no service. En effet, c'était Bill Price qui était son directeur expérience client et qui était venu voir Jeff Bezos. Il lui avait dit c'est ça ma philosophie. Donc si tu arrives à la mettre en œuvre, on aura réussi et Amazon est une boîte exceptionnelle. Merci à toi. On aura compris aussi que l'IA générative, tu la testes plutôt au service des salariés, des collaborateurs, pour renforcer en fait leurs compétences. C'est notre rêve à tous que leurs compétences montent pour leur permettre justement de faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire l'empathie, l'émotion, la vente, la gentillesse. Et Dieu sait s'il y en a chez Blablacar. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Eric.